Les rêves de Malia étaient morts le jour même où sa mère avait rendu son dernier soupir, la laissant orpheline dans un monde qui n'avait pas de place pour sa douleur. À 24 ans, la jeune femme qui avait un jour rêvé de façonner les esprits en tant que professeure se voyait maintenant réduite à une ombre flottant dans les couloirs d'un manoir froid et silencieux. Son uniforme noir et impeccable était plus qu'une tenue de travail. C'était un linceul pour sa véritable identité, une armure de soumission qui la protégeait de la cruauté désinvolte d'Ava, la fiancée de son patron. Chaque parole de mépris lancée par Ava était une pelletée de terre sur le cercueil de ses espoirs. Et Malia avait appris à se faire petite, à devenir invisible, ravalant ses larmes et sa colère pour survivre. En elle, cependant, la femme qui aimait les livres et dansait au son de la pluie existait toujours, prisonnière de son propre corps, attendant une clé qu'elle ne croyait même plus posséder. Dans le même manoir, dans un bureau au mur de verre donnant sur un jardin parfaitement sculpté, mais sans vie, vivait Elijah Grant, un roi dans un château de solitude. Milliardaire avant ses 30 ans, il avait bâti un empire sur les cendres de sa propre tragédie, la perte brutale de ses parents dans un accident qu'il avait laissé émotionnellement figé. L'argent était devenu son armure, la froideur sa défense, et il croyait fermement qu'en s'isolant de toute connexion authentique, il serait à l'abri de toute nouvelle douleur. Ses fiançailles avec Ava n'étaient qu'une pièce de plus dans sa vie calculée, une alliance d'apparence qui comblait le vide avec l'esthétique de la perfection, mais non avec la chaleur de l'affection. Il la voyait comme il voyait ses œuvres d'art, belles, chères et distantes. Il était loin de se douter que sa forteresse d'apathie était sur le point d'être ébranlée, non par une tempête, mais par le murmure d'une âme dont il ignorait même l'existence sous son toit. Ce fut pendant une semaine de silence béni, Ava étant dans l'un de ses luxueux voyages à Paris, que l'atmosphère oppressante du manoir sembla se dissiper, permettant à l'air d'entrer dans les poumons de Malia avec une douceur oubliée. En passant devant la chambre de sa tortionnaire, la porte entr'ouverte révéla une touche de couleur au milieu de la palette neutre et froide de la pièce, une robe couleur vin jetée sur un fauteuil. C'était la pièce préférée d'Ava, une arme de soie qu'elle utilisait lors des dîners pour capter l'attention. Dans un élan qui ne venait pas de la raison, mais d'une soif profonde et désespérée de son âme, Malia entra. Les mains tremblantes, elle toucha le tissu, puis, dans un acte de pure rébellion silencieuse, elle se dépouilla de son uniforme de servitude et revêtit la couleur de la vie. Devant le miroir, elle ne vit pas la domestique, mais la femme qu'elle aurait pu être, et une mélodie ancienne de celle que sa mère chantait jaillit dans son esprit, invitant ses pieds à bouger. Elijah descendait les escaliers, non pas à la recherche de quelque chose, mais fuyant l'écho de ses propres pensées vides, quand un son presque imperceptible l'arrêta. Ce n'était pas la musique d'une radio, mais quelque chose de plus organique, comme un souvenir prenant vie. Il suivit la douce mélodie jusqu'au grand salon, où la lumière de la lune pénétrait par les baies vitrées, et ce qu'il vit le pétrifia. Là, au centre du sol en marbre, se tenait la silhouette qu'il ne connaissait que comme une ombre silencieuse, maintenant transformée. Malia, drapée dans une robe qui semblait être du feu liquide sous le clair de lune, dansait. Ce n'était pas une danse pour un public, mais une conversation intime entre le corps et l'esprit, un débordement de joie et de douleur qui était la chose la plus authentique qu'Elijah ait jamais vue. À cet instant, la femme qu'il remarquait à peine devint la seule chose réelle dans sa vie artificielle, et la glace qui entourait son cœur commença à présenter la première et la plus douloureuse des fissures. Le lendemain, un soleil pâle baignait le bureau d'Elijah, mais le milliardaire remarquait à peine le paysage. L'image de Malia dansant était gravée dans son esprit, un film coloré et vibrant se répétant au milieu de ses pensées monochromes. Quand elle entra pour servir son café, un rituel silencieux qui se déroulait chaque matin depuis des années, quelque chose de fondamental avait changé en lui. Pour la première fois, il leva les yeux de sa tablette et la vit vraiment. Il vit la délicatesse de ses traits, l'ombre d'une ancienne fatigue sous ses yeux et la dignité silencieuse avec laquelle elle se déplaçait. « Merci, Malia », dit-il, et le son de son nom sur ses propres lèvres lui parut étrange, comme un mot dans une langue étrangère qu'il commençait à peine à apprendre. La surprise qui brilla dans ses yeux pendant une fraction de seconde fut plus gratifiante que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais conclue,
allumant en lui une curiosité dévorante pour l'histoire qui se cachait derrière ce visage soumis. Pour Malia, ces deux mots furent comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Elle était si habituée à être un fantôme fonctionnel, une extension invisible du mobilier de la maison, que l'attention directe d'Elijah la déstabilisa momentanément. Son cœur s'emballa, un mélange de peur et de quelque chose qu'elle osait à peine nommer, l'espoir. Était-ce un test? Une nouvelle forme de torture psychologique avant le retour de la tempête nommée Ava? Mais le geste se répéta les jours suivants. Un signe de tête dans les couloirs, un regard qui ne la traversait pas, mais qui la voyait réellement. Lentement, comme une fleur prudente s'ouvrant au soleil après un long hiver, Malia commença à croire en cette petite gentillesse. Sa colonne vertébrale, autrefois courbée par le poids de l'invisibilité, commença à se redresser subtilement. Le voile de servitude dans ses yeux commença à vaciller, laissant entrevoir la vraie Malia, la femme de la danse secrète qui commençait à émerger. Le lendemain, un soleil pâle baignait le bureau d'Elijah, mais le milliardaire remarquait à peine le paysage. L'image de Malia dansant était gravée dans son esprit, un film coloré et vibrant se répétant au milieu de ses pensées monochromes. Quand elle entra pour servir son café, un rituel silencieux qui se déroulait chaque matin depuis des années, quelque chose de fondamental, avait changé en lui. Pour la première fois, il leva les yeux de sa tablette et la vit vraiment. Il vit la délicatesse de ses traits, l'ombre d'une ancienne fatigue sous ses yeux et la dignité silencieuse avec laquelle elle se déplaçait. « Merci, Malia », dit-il, et le son de son nom sur ses propres lèvres lui parut étrange, comme un mot dans une langue étrangère qu'il commençait à peine à apprendre. La surprise qui brilla dans ses yeux pendant une fraction de seconde fut plus gratifiante que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais conclue, allumant en lui une curiosité dévorante pour l'histoire qui se cachait derrière ce visage soumis. Pour Malia, ces deux mots furent comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Elle était si habituée à être un fantôme fonctionnel, une extension invisible du mobilier de la maison, que l'attention directe d'Elijah la déstabilisa momentanément. Son cœur s'emballa, un mélange de peur et de quelque chose qu'elle osait à peine nommer, l'espoir. Était-ce un test? Une nouvelle forme de torture psychologique avant le retour de la tempête nommée Ava? Mais le geste se répéta les jours suivants. Un signe de tête dans les couloirs, un regard qui ne la traversait pas, mais qui la voyait réellement. Lentement, comme une fleur prudente s'ouvrant au soleil après un long hiver, Malia commença à croire en cette petite gentillesse. Sa colonne vertébrale, autrefois courbée par le poids de l'invisibilité, commença à se redresser, subtilement. Le voile de servitude dans ses yeux commença à vaciller, laissant entrevoir la vraie Malia, la femme de la danse secrète qui commençait à émerger. La honte était un poison amer dans la bouche d'Elijah, et le silence de sa chambre, un miroir de sa propre lâcheté. Incapable de supporter le poids de son inaction, il descendit et trouva Malia dans la cuisine, terminant silencieusement ses tâches, les épaules de nouveau courbées sous un poids qu'il avait contribué à lui imposer. Les lumières froides de la cuisine éclairaient la trace d'une larme séchée sur son visage, et cette vision brisa quelque chose en lui de manière irréparable. Il s'arrêta à la porte, et sa voix, quand elle sortit enfin, était basse et rauque. « Malia » commença-t-il, et elle sursauta. Ce qui s'est passé au dîner était impardonnable. Mon silence était impardonnable. Je suis désolé. Les mots, simples et directs, portaient le poids d'une confession. Il s'approcha, non pas en tant que patron, mais en tant qu'homme repentant. « S'il vous plaît, asseyez-vous un moment avec moi. La nuit est agréable dehors et je ne supporte plus la solitude ici dedans. » L'invitation était un pont fragile, construit au-dessus du gouffre qui les séparait, et Malia, hésitante, décida de le traverser. Assis sur la terrasse arrière, loin de l'opulence et plus près du son des grillons, le gouffre entre eux commença à se réduire. Ce fut Elijah qui parla le premier de l'ombre qui le définissait, la perte de ses parents, le vide qu'aucune somme d'argent n'avait jamais réussi à combler. Sa confession dépouillée de toute arrogance donna à Malia le courage de partager sa propre blessure. Elle parla de sa mère, non seulement de sa mort, mais de sa vie, de la chaleur de ses étreintes et des rêves qu'elles avaient tissés ensemble. Des rêves qui semblaient maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Et puis, dans le calme de la nuit, ils découvrirent la vérité qui les unirait à jamais. Ils étaient tous deux, ces orphelins, survivants de naufrages différents qui avaient échoué sur la même île de solitude.
À cet instant, les barrières de classe, de richesse et de pouvoir se dissolurent sous le poids d'une douleur partagée. Ils n'étaient plus le patron et l'employé. Ils n'étaient que deux âmes qui reconnaissaient l'une en l'autre le même type de cicatrice. La confession nocturne tissa un fil invisible entre eux, transformant le manoir en une scène pour une romance silencieuse. Les jours suivants furent remplis d'un langage secret, composé de gestes qui valaient plus que 1000 mots. C'était la tasse de son thé préféré qu'Elijah trouvait sur son bureau avant même de la demander, préparée de la manière qu'il n'avait mentionnée qu'une seule fois. C'était le livre de poésie que Malia trouva sur le comptoir de la cuisine, un livre qu'elle avait dit être le préféré de sa mère. C'étaient les regards échangés par-dessus la tête d'Ava, des regards qui contenaient des univers de complicité, des promesses silencieuses de protection et une affection croissante qui réchauffait le cœur de Malia. Sous le soleil de ce respect nouvellement découvert, elle s'épanouissait. L'ombre de la servante recroquevillée laissait place à la lumière d'une femme qui redécouvrait sa valeur, et son sourire, autrefois une relique rare, commençait à apparaître avec une fréquence qui terrorisait sa tortionnaire. Eva ne comprenait pas l'origine du changement, mais elle en voyait les effets avec une clarté haineuse. Elle voyait la dignité dans la démarche de Malia, l'absence de peur dans ses yeux, et interprétait cette transformation non pas comme un éveil, mais comme un affront direct à sa souveraineté. La cruauté d'Ava, autrefois un sport occasionnel, devint une campagne méthodique et vicieuse, conçue pour écraser cet esprit rebelle. Un jour, elle renversa délibérément un verre de vin rouge sur l'immaculé tapis blanc, uniquement pour forcer Malia à le nettoyer à genoux sous son regard triomphant. Certaines taches sont impossibles à enlever, peu importe combien vous frottez. Elles montrent simplement votre vraie nature, dit-elle, la voix pleine de venin. Chacun de ces actes était un coup de poignard dans le cœur d'Elijah, qui observait de loin, sentant la marée de sa propre colère monter, sachant que le moment de son choix final approchait dangereusement. La tension dans le manoir était devenue une corde tendue, sur le point de se rompre. Une nuit particulièrement oppressante, Elijah prit une décision. Il trouva Malia dans le couloir, tandis qu'Eva était au téléphone dans sa chambre, distraite par sa propre importance. Sans dire un mot, il la guida jusqu'au grand salon, le même où il l'avait vue danser seule sous le clair de lune. Cette fois, ce fut lui qui mit la musique, une mélodie douce et mélancolique qui remplit le silence. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, il n'y avait pas le patron, ni le milliardaire, seulement l'homme qui avait partagé son âme avec elle sur la terrasse. « M'accordez-vous cette danse, Malia ?» demanda-t-il la voix douce mais ferme. En posant sa main dans la sienne, Malia sentit que ce n'était pas seulement une invitation à danser, mais un pas hors de l'ombre, un acte de revendication mutuelle. Et là, au cœur de la forteresse d'Ava, ils dansèrent, un sanctuaire de tendresse au milieu d'un champ de bataille. La mélodie s'acheva, mais ils restèrent immobiles, proches, dans le silence qui suivit, un moment de paix si profond qu'il semblait pouvoir durer éternellement. C'est alors que le son d'un souffle brusque déchira l'air. Eva se tenait à l'entrée du salon, le téléphone oublié dans sa main, son visage un masque d'incrédulité qui se désintégra rapidement en pure fureur. La vue d'Elijah et Malia ensemble, l'intimité indéniable dans leur proximité, fut l'étincelle qui enflamma son baril de poudre d'insécurité. « Comment oses-tu » siffla-t-elle, la voix tremblante d'une haine qui s'était enfin libérée de tout vernis de civilité. Elle ne regarda pas Elijah. Sa cible était unique. Avec un cri guttural, elle s'avança sur Malia, la main levée, les ongles prêts à lacérer la dignité du visage de la femme qu'elle voyait comme la voleuse de sa vie. « Espèce de servante insignifiante, je vais t'apprendre ta place. » Le temps sembla se figer l'instant avant la violence. Mais avant que la main d'Eva ne puisse achever son arc de haine, un mouvement plus rapide et plus fort l'intercepta. Elijah lui saisit le poignet, sa prise ferme et inébranlable, arrêtant l'attaque à quelques centimètres du visage de Malia. Le bruit du choc de la peau contre la peau résonna dans le silence, un point final à des années de cruauté tolérée. « Non !» dit Elijah, et sa voix, dénuée de toute hésitation, était comme de l'acier froid. « Plus jamais. Tu ne la toucheras pas. Tu ne lui parleras pas. Tu n'empoisonneras plus l'air qu'elle respire dans cette maison. » Eva le regarda, stupéfaite, les yeux exorbités de fureur et d'incrédulité en voyant l'homme qu'elle croyait contrôler se transformer en une barrière impénétrable.
et Malia, qui avait fermé les yeux par instinct, les ouvrit pour voir Elijah debout, non seulement à ses côtés, mais devant elle, un gardien de sa dignité retrouvée. Elijah lâcha le poignet d'Ava avec une poussée délibérée, créant un espace définitif entre les deux femmes. Il la dévisagea, et pour la première fois, il n'y avait pas d'indifférence dans son regard, mais un jugement froid et lucide. « Pendant trop longtemps, j'ai été aveugle, » continua-t-il la voix tranchante. « Aveugle à ta méchanceté, au plaisir que tu prends à rabaisser les autres pour te sentir grande. J'ai permis que cet endroit devienne le reflet de mon propre vide, mais tu l'as transformé en chambre de torture. Ce soir, tu n'as pas seulement attaqué Malia, tu m'as montré la personne que je suis devenue à tes côtés. » Il fit une pause, et les mots suivants scellèrent son destin. « Nos fiançailles sont rompues, Ava. Ton autorité ici, qui n'a toujours été qu'un prêt, est révoquée. Fais tes valises. Je veux que tu quittes cette maison avant l'aube. » La fureur sur le visage d'Eva s'effondra, laissant place à la panique d'une reine dont le trône venait d'être pulvérisé sous ses pieds. Le départ d'Eva ne fut pas la tempête que l'on aurait pu attendre, mais le silence désolant d'une tempête de neige qui se dissipe. Elle se déplaça dans la maison comme un fantôme, son arrogance remplacée par un vide hébété, emballant les vestiges d'une vie qu'elle comprenait maintenant ne lui avoir jamais vraiment appartenu. Lorsque la porte d'entrée se referma derrière elle, un silence différent de tous les autres remplit le manoir. Ce n'était pas le silence froid de la solitude d'Elijah ou le silence craintif de la soumission de Malia, mais une quiétude pure, pleine de possibilités. Au milieu du grand salon, Elijah se tourna vers Malia, son armure de fureur protectrice défaite, révélant un homme à nu et repentant. « Pardonne-moi, Malia, » murmura-t-il, la voix brisée. « Pardonne-moi pour chaque jour où je suis passé à côté de toi sans te voir. » Malia fit un pas en avant, et pour la première fois, ce fut elle qui offrit du réconfort, lui touchant doucement le bras. « Tu m'as vu quand cela comptait le plus, Elijah. Tu n'as pas besoin de mon pardon, car ce soir, tu m'as rendu à moi-même. » Dans les jours qui suivirent, le manoir se transforma en un havre de paix. Ils conversaient pendant des heures, partagèrent des repas et remplissaient les pièces de rire qui guérissaient les anciennes blessures. Cependant, au milieu de ce bonheur croissant, Malia savait que son voyage de découverte de soi exigeait une dernière étape, la plus difficile de toutes. Un soir, sur la même terrasse où leurs âmes s'étaient rencontrées, elle lui fit part de sa décision. « Je dois partir, Elijah, » dit-elle, la voix ferme malgré le nœud dans sa gorge. « La femme que tu m'as aidé à trouver ne peut pas continuer à être une employée. Elle doit aller dans le monde et devenir la professeure qu'elle a toujours rêvé d'être. Je dois le faire pour moi, pour la mémoire de ma mère. » Sur le visage d'Elijah, Malia vit une ombre de douleur, mais elle fut rapidement remplacée par un respect profond et sans équivoque. Il comprenait. Le véritable amour n'était pas de posséder, mais de libérer. Et il l'aimait assez pour la laisser partir à la recherche de sa propre lumière, même si cela signifiait replonger dans l'obscurité pour un temps. Leurs adieux à la porte du manoir furent scellés non pas par un au revoir, mais par une promesse silencieuse. Malia troqua les couloirs de marbre pour un petit appartement qui sentait les vieux livres et le café frais, un sanctuaire de sa propre création. Elle se plongea dans les études avec une faim vorace, chaque cours et chaque page tournée étant un pas de plus loin de l'ombre qu'elle avait été et plus près de la femme qu'elle était née pour être. Le parcours était ardu, rempli de nuits d'études et du souci constant des factures, mais c'était son combat à elle, glorieux dans son honnêteté. La connexion avec Elijah, cependant, resta inébranlable, nourrie par de longues conversations téléphoniques qui se prolongeaient jusqu'à l'aube. Ils ne se parlaient plus comme des amants secrets, mais comme les meilleurs amis, des confidents et les plus grands admirateurs l'un de l'autre, construisant un pont de mots et d'affection qui rendait la distance physique insignifiante. Pendant que Malia construisait son avenir, Elijah se consacrait à reconstruire son présent. Le manoir, autrefois une forteresse d'isolement, commença à se transformer sous sa nouvelle vision. Il créa une fondation pour l'éducation au nom de ses parents, utilisant sa vaste fortune pour donner à d'autres jeunes, comme Malia, l'opportunité qui leur avait été volée. Le silence oppressant fut remplacé par des réunions de planification, par l'énergie des étudiants et par le son de la musique lors d'événements caritatifs qu'il organisait désormais. Il se dépouillait de son armure pièce par pièce, apprenant du souvenir de la danse de Malia que la vraie vie ne consistait pas à se protéger de la douleur, mais à s'ouvrir à la joie de la connexion.
Chaque école que sa fondation aidait, chaque vie qu'il touchait, était une lettre d'amour à la femme qui lui avait appris à ressentir à nouveau, et il devint un homme digne d'elle, non pas pour la posséder, mais pour la mériter. 2 années passèrent, assez de temps pour que les graines qu'ils avaient tous deux plantées puissent fleurir. Malia, son diplôme en main, était maintenant une professeure aimée et respectée dans une école de quartier, sa passion pour l'éducation illuminant la vie de dizaines d'enfants. C'est alors qu'elle reçut l'invitation. Ce n'était pas une demande de retour au manoir, mais une invitation formelle à l'inauguration de la première bibliothèque construite par la Fondation Grant. En arrivant, elle n'était pas une invitée quelconque, mais l'invitée d'honneur. Malia entra dans le lieu, non pas avec la posture recroquevillée du passé, mais avec l'assurance d'une femme qui connaissait sa valeur. Ses yeux balayèrent la foule et le trouvèrent. Elijah n'était pas isolé sur une estrade, mais au milieu des gens discutant avec des enfants, son sourire sincère et contagieux. Lorsque son regard croisa le sien, le temps et la distance se dissolurent, et il ne resta que la certitude inébranlable de l'amour qui les avait transformés. Il s'approcha d'elle, et le monde autour sembla devenir muet. Dans ses yeux, Malia ne voyait pas seulement de l'amour, mais une fierté profonde qui reflétait ce qu'elle ressentait pour lui. « Vous avez réussi, professeur », dit-il, la voix basse, juste pour elle. « Vous êtes encore plus radieuse que la nuit où vous avez dansé sous le clair de lune. » Plus tard, loin de la foule, sous un ciel étoilé qui rappelait la nuit de leur confession, il lui prit la main. « Je me suis promis de ne vous demander en mariage que lorsque nous serions tous deux complets, debout dans nos propres mondes, confessa-t-il, le cœur à nu. Malia, je ne veux pas que vous soyez la maîtresse de mon manoir. Je veux construire un nouveau foyer à vos côtés, non pas pour tout vous donner, mais pour tout partager. Épousez-moi, soyez ma partenaire, mon amour et ma conscience, pour toujours. » Sa réponse ne vint pas en mots, mais en un baiser qui scella la fin de leur voyage. Solitaire et le début d'une vie entière ensemble. Le mariage de Malia et Elijah ne fut pas la fin de l'histoire, mais le début de leur plus beau chapitre. Le manoir, autrefois un mausolée de marbre, fut transformé. Ses portes, autrefois fermées au monde, furent ouvertes, devenant le siège de la fondation, et un foyer où le rire résonnait plus fort que les pas. Malia n'abandonna jamais sa passion. Elle continua à enseigner, mais utilisa également sa nouvelle plateforme pour devenir une voix puissante dans la réforme de l'éducation, s'assurant que d'innombrables autres enfants aient la chance de rêver. Elijah, de son côté, trouva la rédemption non seulement dans l'amour de Malia, mais dans le but qu'elle l'avait inspiré à embrasser. Ensemble, ils étaient une force de changement, un témoignage vivant que le véritable amour ne consiste pas en deux moitiés devenant un tout, mais en deux personnes entières s'unissant pour construire quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Dans un coin lointain et doré du monde, Ava Daniels obtint ce qu'elle avait toujours cru vouloir. Elle épousa un autre homme riche, plus âgé et encore plus indifférent qu'Elijah ne l'avait jamais été. Elle vivait dans une maison encore plus grande, portait des bijoux encore plus chers et fréquentait des fêtes encore plus exclusives. Cependant, sa vie était un désert d'apparence, chaque jour une répétition vide du précédent. Un jour, en feuilletant un magazine mondain, elle tomba sur une photo d'Elijah et Malia à l'inauguration d'une nouvelle école. Ils ne posaient pas, ils riaient entourés d'enfants, et dans leurs yeux il y avait une lumière, une joie authentique qu'aucune fortune ne pourrait acheter. À cet instant, Eva sentit le poids écrasant de sa propre insignifiance, la reine d'un royaume d'ombre, à jamais hantée par la chaleur d'une vie réelle qu'elle avait elle-même méprisée et perdue. Ainsi, l'histoire qui a commencé par une danse secrète dans un salon silencieux trouve sa mélodie finale. Cet acte singulier de rébellion d'une jeune femme enfilant une robe couleur vin pour se souvenir de qui elle était, s'est avéré être la pierre qui, jetée dans un lac stagnant, a créé des vagues qui ont tout changé. Pour Malia, ce fut un acte de résurrection, la redécouverte que son âme n'était pas à vendre et que sa dignité n'était pas un privilège à accorder, mais un droit inné. Pour Elijah, ce fut le son qui le réveilla d'un long sommeil, la vision d'une joie si pure qu'elle le força à affronter la stérilité de sa propre existence. Ce moment a prouvé que parfois, la révolution la plus puissante ne commence pas par un cri de guerre, mais par le murmure d'un esprit qui refuse d'être réduit au silence et ose, ne serait-ce qu'un bref instant, danser. Et voici donc la leçon qui résonne à travers le temps, bien après que les lumières du manoir se soient éteintes.
celle que notre valeur intrinsèque ne se mesure pas à notre position, mais à notre compassion, non pas à la richesse que nous accumulons, mais à l'humanité que nous partageons. L'histoire de Malia et Elijah nous enseigne que la véritable force réside dans la vulnérabilité, que la rédemption est possible pour ceux qui osent ouvrir leur cœur, et que la justice, bien que parfois lente, trouve toujours un moyen de se manifester contre la tyrannie de la cruauté. C'est un rappel que chaque âme porte en elle une lumière capable de dissiper la plus dense des obscurités, et que l'amour, dans sa forme la plus vraie, n'est pas un refuge, mais la force qui nous donne le courage de sortir de nos cages et de revendiquer notre place dans le monde.